que le peuple vient de se prononcer sur un projet de texte. On attend la décision de la Cour. Au-delà de ça, personne ne peut encore venir parler d'élections D ou de X ou de Y. C'est des gens qui avaient en tête qu'on ne pouvait pas organiser les élections, qu'il pouvait y avoir des conflits de gauche X à Y. Ils avaient commencé par quoi? En disant qu'il n'y a pas eu d'élection à Kidal. On leur a dit que non, vous vous trompez. Il y a eu des élections à Kidal. Oui. À Kidal-Ville, peut-être qu'il n'y a pas eu d'élection. Ça fait depuis plus de 2012, plus de 10 ans que nous avons quand même ces problèmes de gauche à droite. Mais quand même, nous avons organisé des élections partout au Mali. Donc on leur a dit, laissez ces débats. Maintenant, ils sont venus s'attaquer au président de l'EJ. Peut-être après, demain, ils vont s'attaquer au président de la Cour constitutionnelle et vice-versa. Mais c'est un éternel recommencement pour finir. Qui sont des Maliens. J'ai beaucoup d'estime pour ces hommes et ces femmes. Je leur demande encore une fois de regagner le bateau Mali. Quand vous les traitez de frères égarés, vous pensez certainement qu'ils sont égarés? L'égarement n'est pas mauvais en soi. Il y a eu des moments d'égarement pour beaucoup de gens. Beaucoup étaient avec Ibeka quand nous on combattait Ibeka. Nous on les appelait des égarés. Ils sont revenus encore. On les a acceptés. On a combattu ensemble. Même si aujourd'hui ils estiment qu'ils sont beaucoup plus patriotes que nous. Pendant que nous on n'a jamais travaillé avec le régime d'Ibeka. Mais pourtant nous les respectons. Et c'est des fois ce choix qui est difficile pour certains de nos compatriotes qui estiment que si quelqu'un se retrouve dans l'opposition ou si quelqu'un critique, s'il doit revenir demain, il ne faut pas l'accepter. Et c'est là où on n'est pas d'accord avec certains. Nous, on estime qu'il n'y a pas de mouvement X ou mouvement Y. Il faut fédérer l'ensemble du peuple malien autour de son excellence, le colonel Assimi Goïta. À partir de demain, je suis convaincu, je suis sûr et certain que la Cour ne verra pas d'erreur parce que nous sommes convaincus du travail que nous avons abattu en coulisses pour le référendum. Et je suis sûr que le 8 va l'emporter après la promulgation. Et puis on commence, on continue. La CEMA, il s'est dit que la CEMA a demandé pour intégrer ou pour réintégrer encore les instances, les organes de l'accord, la CEMA qui demande, je cite, l'annulation du référendum constitutionnel, un nouveau gouvernement et même le départ du ministre de la Réconciliation, le colonel Diao, le colonel Wagé. Bon, je n'ai pas très bien suivi ces dossiers, mais de ce que je sais, ce n'est pas la première fois que la CEMA demande quand même la démission du ministre colonel-major Ismaël Wagé, qui est le ministre de la Réconciliation. Oui. Je pense que c'est une perte de temps de penser éventuellement qu'un tel mouvement peut bien entendu obtenir la démission des ministres de la République. Mais ce que je peux là encore leur dire, c'est encore de revenir dans le Mali, dans le bateau Mali, d'arrêter ces activités illicites et autres qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de favoriser bien entendu le blanchiment des capitaux. Ils sont en train bien entendu de faciliter l'installation des groupes terroristes au nord du pays. Il est bon aujourd'hui qu'ils arrêtent avec ça. Je pense que le Nord a assez souffert et les populations ont assez souffert. Ils ont pris en otage nos populations. Qu'ils le veuillent ou pas, un jour, nous allons libérer nos populations. De gré ou de force, ça arrivera. Et le mieux pour eux serait quand même de reconnaître et de comprendre que la meilleure façon quand même d'obtenir la paix, c'est de dialoguer. Et sinon, on croit que tout le monde sait peut-être ce qui adviendra parce que le Mali ira défendre partout où besoin sera ses populations. Et ces frères et sœurs qui sont pris en otage à Kidal par ces mouvements armés, nous leur disons de tenir encore et de tenir bon et que bientôt, nous allons trouver une solution définitive à ce problème. Je ne dis pas qu'on va aller couper la tête du serpent ou faire autre chose. Et j'ose espérer qu'ils comprendront et qu'ils reviendront à de meilleurs sentiments à temps. D'accord. Vous avez dit qu'il n'y a pas un problème entre l'exécutif et puis le CNT, le Conseil national de transition. Alaï Bokoum, c'est un chargé de mission, du Premier ministre. Il est à la primature. Il dit, je cite, l'opposition à la transition est portée par des politiques du CNT, Conseil national de transition, qui ont le beurre et l'argent du beurre. Le décret de nomination ne fait pas d'eux des députés et il ne représente personne. Fin de citation. Mais là, c'est... Vous savez, c'est quelqu'un, je respecte beaucoup son intelligence, sincèrement. Mais je pense que la rue lui a fait peut-être perdre beaucoup de notions. Des fois, ils font énormément d'amalgame entre le travail parlementaire et les hommes politiques qui sont membres du Conseil national de transition. Tout comme des fois, le Premier ministre qui sort et qui dit des choses, des contre-vérités à l'endroit du Conseil national de transition sur éventuellement un travail parlementaire que l'exécutif a eu à faire. Je vous prends comme exemple la loi électorale. Dans la loi électorale, il était écrit que
pour la composition de l'EJ, le seul Premier ministre pouvait désigner 4 personnes. Je crois que le chef de l'État, c'était 2, le président du CNT, un membre, quelque chose comme ça, pour composer les 7. Quand nous avons vu cela, nous avons estimé que ce n'est pas juste. Le Premier ministre n'est même pas une institution de la République. C'est le gouvernement qui est une institution de la République, qui incarne une institution de la République. Et le président, à lui seul, est une institution de la République. Et le quota du Premier ministre double le quota du président. On a dit, c'est quoi? Il a fait beaucoup d'autres choses dedans que nous avons vues. Et c'est notre rôle d'apporter des amendements à des textes. Okay. Nous avons amendé cette loi électorale, ce projet de loi électorale, comme beaucoup de textes. Mais malheureusement, nous avons vu qu'avec un regroupement des ressortissants du Nord, je crois de Gundam, ou je crois, si je ne m'abuse, c'est de Gundam ou de Bourem, le Premier ministre a eu des propos salés à l'endroit quand même du CNT en disant que nous avons fait rentrer des gens par la fenêtre, des gens qui étaient chassés et vomis par la rue, nous avons fait ça. Ça, c'était pour livrer le CNT au vindicte populaire, parce que le Malien lambda ne comprend pas cela. Il y a un réseau de communicants qui est là et qui prennent tout ce qu'il dit et c'est vite relayé. Et le temps de réaction, le président du CNT nous dit non, ne répondez pas. Parce que quand vous répondez, vous prêtez le flanc. Tout ce que moi je veux, c'est la stabilité du pays. Et mieux, pour montrer que le président du CNT quand même joue la carte de la stabilité et protège même le gouvernement et le Premier ministre. Quand il y a eu bien entendu la question de l'actualité ou la présentation du PAC, moi j'ai dit Premier ministre parce qu'il avait dit CNT illégal, illégitime, beaucoup de choses. J'ai dit non, le soldat du temps, mais le président du CNT, à la face du monde, émission et plénière retransmis en direct sur la chaîne nationale et sur beaucoup de chaînes, a dit non, retire ce mot, présente tes excuses et traite-le comme chef d'institution. Moi, je l'ai fait. Et à longueur de journée, si on veut taper sur le nous dit non, ne le faites pas. Mais Dieu seul sait que lui ne manque jamais l'occasion quand même de taper sur nous. C'est tout récemment, quand on voit, il salue le président du CNT, c'est tout à fait normal et logique. C'est un chef, c'est un patron quand même d'une institution de la République. Et de surcroît, la deuxième personnalité du CNSP, qui a conduit les négociations, qui a contribué à la place qui a contribué à la mise en place des organes de la transition, en l'occurrence le président, la vice-présidence et même le gouvernement et tout. Et ce n'est qu'en dernier recours que le président du CNT est venu au CNT et le CNT a été le dernier organe de la transition à être mis en place. Et il avait déjà installé d'abord ses frères d'armes. Et pour finir avec ce sujet, j'entends des gens comme Alain Bokoum dire que, quand tout ce qu'ils viennent dire, c'est comme s'ils venaient de dire que le président du CNT est contre quelqu'un ou est derrière quelqu'un. Le président du CNT n'a jamais été derrière quelqu'un. C'est un leader. Lui, il a toujours été devant. Comme le jour, à l'aube du 18 août 2020, de la même manière qu'il était devant ses hommes pour bien entendu enlever IBK ou en tout cas faire démissionner IBK, c'est de cette même manière que lui, il est toujours devant. C'est un leader. Il est devant, il fait tout, et quand il fait tout, il demande d'abord aux hommes de s'installer, et il est le dernier à s'asseoir. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qui a fait mal. Mal pourquoi? On ne lui pardonne pas d'avoir entamé les négociations avec la CEDEAO. Il faut être sincère, au début, entre la M5 et le CNSP, ça n'allait pas. C'est lui qui a conduit les négociations, et avec la CEDEAO et avec le M5. Les instances ont été mises en place. Et son seul tort a été quand même de confier la gestion du M5 à l'autorité morale du M5 d'alors. Et je pense que c'était à l'autorité morale du M5 d'alors de choisir entre maintenant ses lieutenants qui prendre. S'il choisit quelqu'un d'autre comme Premier ministre, ce n'est pas la faute du président quand même du CNT. Et voilà, ce sont des choses que les uns et les autres n'ont jamais pardonnées, mais on fait exprès, mais chaque fois on les livre aux vindictes populaires. Pour clore ce débat, dire aux Maliens et aux Maliennes que le colonel Malik Diao est président du CNT, tout ce qu'on peut lui demander, est-ce que oui ou non il vote, il adopte des lois qui quand même contribuent au développement économique de notre pays. Oui. Ça, il le fait depuis 2021. Okay. On va parler après de développement. Et je vais dire que même dans ce document, il y a beaucoup de projets de développement et des bases du développement. Okay. Les 3D dont on parle, défense, diplomatie, développement. Mais ça vient du président de la transition. Okay. Il l'a dit maintes fois en Bambara. Mais c'est parce que ce développement, ce n'est pas maintenant. Ça a commencé depuis 2021. Depuis 2021, il a dit défense, diplomatie et défense. Ce sont ces 3 axes qu'il est en train de continuer, comme les 3 principes, bien entendu, qu'il a eu à dire. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Okay. Mais nous venez nous jeter ça aujourd'hui en pleine figure, pendant que nous sommes en pleine période de soudure, et dire que les uns et les autres risquent de prendre du caillou.
chasser les noms. On va en parler. Bon. Oui, le Premier ministre, Choguel Kokalamega, dit en substance, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, mais sur la durée, c'est l'économie qui tient. Et puis, il ajoute, il vaut mieux travailler et quitter à temps avant d'être renvoyé. Fin de citation. Voici ce qu'il a dit en substance. Il a même utilisé cette métaphore où les citoyens peuvent prendre des cailloux pour régler leurs comptes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un petit rappel seulement. Notre économie. Avant que nous on arrive aux affaires, il y a eu quoi? Les attaques de quoi? De la terrasse, de Radisson, du campement, de la rue Princesse, des endroits culturels où beaucoup de nationalités, où il y a une diversité culturelle, les gens se retrouvent. Des attaques pour non seulement attaquer notre économie à travers la dimension culturelle. Et après, c'est pour faire des réunions hors du Mali à l'international, pour mettre le Mali sur la zone rouge, en disant que même Bamako fait l'objet d'attaques et beaucoup de choses. Ça, c'était avant la transition. Et c'est pour décourager les investisseurs à venir au Mali. Et c'est après pour venir dire que non, les investisseurs ne viennent pas, votre économie ne tient plus. Les institutions de Bretton Woods viendront à la Banque mondiale et autres, FMI, pour maintenant donner de l'argent au Mali, endetter le Mali, affaiblir notre économie et pousser maintenant les nouvelles générations maintenant à payer maintenant les conséquences et les agissements d'aujourd'hui. Okay. Nous avons examiné tout cela. Nous avons dit que non, quand nous sommes venus, que ce n'est pas possible. Il faut trouver un moyen, d'abord dans un premier temps, de montrer à la face du monde que la première puissance n'est pas la puissance économique comme on veut nous faire croire, mais c'est tout d'abord la première puissance, c'est la puissance de feu, notamment la sécurité. Toute action de développement que tu vas entreprendre, s'il n'y a pas de sécurité qui accompagne, on va brûler les champs, on brûle les engins, on va brûler de temps en temps, on va brûler les unes, etc. Nous avons bâti notre idéal sur la défense. Nous avons dit, mais qu'à cela ne tienne, défense et développement, sécurité et développement riment ensemble. Il faut faire ce combat. Et nous sommes en transition, période de transition. Beaucoup de gens, CEDEAO et autres, là, vont venir dire beaucoup de choses. Il faut maintenant mettre une diplomatie agressive en place. C'est ce que Assimi Goïta, quand il est venu au lendemain du 24 mai, a eu à dire. Et c'est sur ça que notre économie fut bâtie. C'est ce qui est dans le PAG que le Premier ministre a eu à présenter devant le Conseil national de transition, que nous avons largement critiqué et apporté notre amendement à cela. Et c'est les lois de finances 2021, 2022, 22 rectifiées et 23 que nous avons, et bientôt 23 rectifiées. Dans ce document, il y a encore ces actions de développement. Nous mettons d'abord les bases du développement. Parce que le développement, c'est quoi? Il faut d'abord un taux de croissance assez, au moins une moyenne à peu près à 6% pour absorber d'abord la pauvreté et que le taux de croissance par tête, le PIB par tête, puisse évoluer de façon respectable, de façon mesurée, de façon équilibrée et soutenue pour éventuellement absorber la pauvreté. Et pour cela, il faut créer des usines, ainsi de suite. Et depuis que nous sommes venus, nous avons maintenant quand même créé des usines. Des usines sont en cours de réalisation. Nous avons récupéré la Comatex. La relance de l'UMPP est en cours. La Somafil, la même chose. Des usines de filature et autres, la même chose. Mais si aujourd'hui, le Premier ministre, chef du gouvernement, dit en pleine période de soudure que si jamais on ne finit pas à temps, pour laisser les pouvoirs, céder les pouvoirs, les Maliens risqueraient de venir nous jeter des cailloux, nous chasser, nous dire ça. Je pense que cela, je l'analyse sur 3 dimensions. Dans un premier temps, c'est qu'il ne connaît pas le Malien. Le Malien d'hier n'est pas égal, à mon avis, au Malien d'aujourd'hui. Cette jeunesse a changé. Cette jeunesse n'est plus l'ancienne jeunesse qu'on pouvait facilement manipuler et les faire sortir dans la rue et les vendre un idéal, des rêves qu'on ne pourrait plus réaliser. Deuxième chose, c'est peut-être le Premier ministre. Je me dis, peut-être que l'âge joue sur lui, mais au-delà de l'âge, il a quand même fait un AVC tout récemment. Cela joue peut-être certainement sur lui. Il n'est pas en mesure de comprendre ou en tout cas de se rappeler de tout ce que lui-même en tant que Premier ministre, il a eu à faire comme action, a eu à poser comme action de développement dans ce pays, les discours qu'il a eu à tenir face à certains pour dire que nous sommes aussi en développement, les actions de développement aussi continuent, où il fait l'amalgame entre développement et stabilité des prix ou inflation, ou peut-être le Premier ministre veut tout simplement voir une tempête venir, il est tout simplement en train de se blanchir de cette tempête, peut-être pour demain. À défaut de ça, peut-être cette période de soudure, peut-être le fait peur
Et il s'est dit que bon, cette inflation ou cette période de soudure entre mai et octobre, il risque d'être un moment difficile pour le peuple malien. Et il faut leur dire que ces actions de développement que nous avons entamées sont prises par des ministres peut-être qui sont choisis au préalable, qui ont été choisis au préalable par le président de la transition, et il essaie déjà de se dérober, de se blanchir de cela. Mais à tous les coups, j'estime que le Premier ministre de la République du Mali doit quand même éviter quand même de tels propos. Il doit rassurer, il doit parler au peuple malien, il doit stabiliser et il doit éviter quand même de dire que si demain ce peuple n'a pas à manger, les gens vont prendre des cailloux et jeter des cailloux. Surtout que dans cette loi, il est dit que le stock national de sécurité, le stock national sera établi à hauteur de 35 000 tonnes, le stock national d'intervention de l'État à hauteur de 25 000 tonnes, et que le président de la transition a eu à effectuer un déplacement à Ségou dans ce cadre-là, pour pouvoir donner à manger aux Maliens, pour éventuellement éviter et atténuer les chocs, bien entendu, de ces crises, bien entendu, que nous sommes en train d'anticiper. S'il le dit maintenant, vous avez vu, ces 2 jours, les gens commencent à dire, ah, le prix du sucre a flambé, le prix du sucre a flambé. Ça crée déjà une incertitude dans le subconscient du Malien. Non, vous voudrez dire que vous n'êtes pas, vous ne voulez pas, même si peut-être vous le savez, vous ne voulez pas que le Premier ministre dise aux Maliens que il faut que l'économie tourne. Vous ne voulez pas de ce discours. C'est pas ça. L'économie tourne. Si l'économie ne tournait pas là, on n'allait pas pouvoir payer les gens, on n'allait pas pouvoir faire face aux charges. Le problème est que quand la CEDEAO... Il faut que les gens mangent, donner à manger aux gens pour éviter les cailloux. J'arrive. Ouais. Quand la CEDEAO a eu à faire les sanctions du 9 janvier, qu'est-ce qu'on a dit? Tout de suite, on est sorti sur les plateaux télé pour parler aux Maliens, pour stabiliser notre économie. En fait, l'économie a horreur de l'incertitude. Une fois qu'on rentre dans ça, on ne peut plus maîtriser. Une fois que les gens sont paniqués, les gens vont tout droit vers les magasins, achètent les produits en provision et les stockent à la maison. Et ça, c'est extrêmement grave pour notre économie. Et quand vous parlez de cela, et que déjà on commence à parler de sucre sur le marché, bientôt on va parler de riz qui a augmenté, on va parler de tel produit qui a augmenté, qu'est-ce que l'agent économique va faire? L'agent économique, mais va tout simplement faire appel à son instinct, va aller acheter des produits, les stocker. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la rareté des biens et services sur le marché. Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'augmentation du prix, notamment c'est le pouvoir d'achat du Malien qui va baisser à partir de là. Donc je me dis peut-être que c'est une erreur de communication à son niveau. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense que cette fois-ci, peut-être qu'il est passé à côté, mais on ne va pas le juger pour autant par rapport à ça, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a fait ensemble. Nous avons encore du chemin, bien entendu, à parcourir ensemble. Mais il vous demande d'organiser des élections et partir. Ça aussi, c'est un autre message. Oui, ça c'est mieux travailler, quitter à temps avant d'être renvoyé. Bon, c'est aussi cette partie du discours. C'est un homme averti quand même qui parle. Aussi, on ne peut pas dire que c'est un stagiaire politique qui parle, c'est un homme averti qui parle. C'est pourquoi je parle avec mesure. Oui. Parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on aille dire que non, je suis dans ça, je suis dans ça. Mais sincèrement, pour tout observateur politique, quand vous attendez votre Premier ministre dire ça, sincèrement...